Voici la deuxième partie de mon entretien avec France Guillain. Je vous souhaite une bonne écoute. Tu fais référence à une phrase de Schopenhauer, c'est toute innovation passe par trois stades. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle est violemment combattue, et finalement, elle est considérée comme ayant toujours été évidente. Alors, selon toi, à quel stade en est la méthode France Guillain? On approche de l'évidence. D'accord. Je l'évidence de plus en plus parce que tout ce qui vient de se passer ces dernières années a fait que on a, on a une nouvelle école de naturopathie qui vient de s'ouvrir, qui est faite pour les médecins. Euh, voilà. Je pense que rien que ça montre la chose. Et moi, j'ai une école, je ne peux pas prétendre que c'est moi qui l'ai créée parce que je n'aurais jamais créé d'école. Mais j'ai une amie qui s'appelle Virginie Chanteloup qui a eu le courage de créer cette école. Non, parce que ce côté administratif, moi, je meurs. Je Ouais. ne sais même pas faire une facture. Hein, tu vois, donc, bon, donc la question est réglée d'avance. Eh bien, elle a eu le courage de créer cette école pour moi. Et j'ai beaucoup de médecins et de gens du corps médical. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Et donc, je pense que ces années nous sommes à un tournant extraordinaire, un tournant fantastique. La méthode, mon dernier livre, la méthode qui est tout en rouge autour, j'en ai une par là. Eh bien, si tu veux que je la montre, moi, de toute façon, il n'y a Non, pas de... ça sera uniquement audio, là, ce Voilà. podcast. Ouais. On le Enfin, en tout mettra en cas, descriptif. oui, dans la dernière méthode, j'ai développé tout le travail de Béchamp. Oui. Je parle des microzymas et j'explique d'ailleurs que, très important, personne ne peut changer notre ADN. On peut nous filer tout l'ADN qu'on veut dans le sang, on peut nous filer tout ce qu'on veut. Quand tu fais une transfusion, tu reçois 3 tonnes de l'ADN du donneur. Une femme qui reçoit ça, elle ne donne pas naissance à un bébé qui a l'ADN du donneur. Hein. Mhm, mhm. Voilà, c'est tout. Parce qu'on a autant d'ADN que de cellules, 6 000 milliards. Donc, c'est impossible. On peut nous injecter tout ce qu'on veut, on ne peut pas changer notre ADN. On peut abîmer, endommager euh, à certains endroits notre ADN. Si on fait des bains dérivatifs, qu'on mange comme il faut, etc., on l'élimine très très vite. Donc, il ne se passe rien. Si on l'élimine pas assez vite, on peut avoir une tumeur qui va se faire à un endroit, des choses comme ça. Mais on ne peut pas changer tout notre ADN, c'est impossible. Ouais. Totalement impossible. Très important à dire à tout le monde, rassurer tout le monde. C'est Mhm, super, mhm. super important. Dans la vie normale, on a plus de 10 000 accidents d'ADN par jour. Le docteur William Lee, L-I, qui a fait un livre qui s'appelle Guérir par l'alimentation, un très bon livre où il parle des 5 systèmes de défense du corps. Eh bien, il a 20% de son livre sur l'ADN, précisément, et il explique ça très, très bien. Il explique comment, par l'alimentation, lui, il n'est pas dans les compléments. Hein. Il a Mhm. fait des tableaux alimentaires. Et alors, moi, je me suis amusée à regarder ces tableaux alimentaires. Le miam aux fruits couvre tous les tableaux alimentaires pour les 5 systèmes. Le miam aux 5 couvre les 5 tableaux alimentaires. Tu te rends compte? C'est Génial. Mhm. c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'avoir des tableaux chez soi, quoi. Il suffit de varier les légumes qu'on a, varier les fruits, varier les graines, varier les Et, céréales, etc. et ça, j'avoue que le miam aux fruits, c'est quelque chose que je recommande souvent à mes clients. Et effectivement, je leur donne un exemple de miam aux fruits en disant, pour chaque élément, vous pouvez varier tous les jours. Et finalement, vous n'aurez jamais le même miam aux fruits jour après jour, quoi. C'est ça qui est génial, je trouve. Bien sûr. Selon les saisons aussi, et voilà. C'est simple et finalement c'est économique parce que tu n'as pas besoin d'énergie pour ça, Mm, pas de cuisson. C'est un repas que tu peux emporter quand tu travailles. Tu n'as pas besoin de le réchauffer. mm. Tu prends une boisson chaude s'il fait froid, puis c'est tout. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est Ouais. Alors, on n'a bien. pas dit exactement ce que c'était que le Mamie Free, mais je mettrai des liens en descriptif et puis je Oui, renvoie vers tes ouvrages également. Il y a quelque chose que tu promeus aussi, puisque tu as même écrit un livre dessus, c'est la mastication pour la santé. Alors, est-ce que je peux me permettre de lire un passage de ton livre
bien sûr. pour dire, voilà, je pense que ça va intéresser les gens. Alors, le bébé qui mastique bien ne fixe pas les aliments, mais le visage de la personne qui le fait manger. Il prend son temps, c'est comme s'il se nourrissait avant tout de l'amour de la personne qui s'occupe de lui. Il sait déjà que lorsque nous mangeons, c'est de l'amour que nous avalons. Nous avalons du travail, tout le travail qui a été nécessaire pour remplir le biberon ou l'assiette. Nous mangeons tout l'amour de la personne qui a préparé ce repas, tout l'amour de la personne qui nous apporte à la bouche ces délicieuses saveurs. Malheureusement, à la crèche puis à l'école maternelle, les repas s'orientent vers le remplissage du ventre. Il faut manger à l'heure et à la vitesse imposée, malgré le bruit excessif et l'agitation, même si l'on n'a pas faim. Et dès que l'enfant s'arrête de manger, avec amour et tendresse, on lui propose d'en prendre encore une bouchée, une cuillère pour papa, une pour maman ou nounours, une pour bien grandir, pour prendre des forces, pour finir le petit reste au fond de l'assiette. L'adulte a le sentiment que l'enfant sera mieux nourri, qu'il aura absorbé la quantité nécessaire à son âge, au lieu de le laisser s'arrêter lorsque ses papilles disent non. Le très jeune enfant perd alors l'habitude d'obéir au signal donné par sa bouche, et comme sans mastication, le cerveau est incapable d'envoyer le signal de satiété à la bouche, ce n'est que lorsque l'estomac est trop plein que l'on s'arrête. Parfois, c'est à la limite du vomissement, celui que l'on observe chez les bébés qui rejettent le surplus du biberon. Et on prend l'habitude de penser que pour ne plus avoir faim, il faut que l'estomac soit plein, que la peau du ventre soit bien tendue, ce qui est désastreux. Souvenez-vous, ce n'est pas la quantité qui fait la satiété, mais la façon de manger. Voilà, ça, je trouve que c'est vraiment capital Ben d'apprendre à oui. manger, mais d'apprendre à mastiquer. Voilà, Et on le voit même pour les bébés au sein et les bébés au biberon. Le bébé au sein, il regarde sa mère. Et c'est ça. le bébé au biberon, il ne regarde plus sa mère. En plus, quand la mère colle le biberon, le cale et puis va faire autre chose en même temps, il y a des bébés qui boivent leur biberon tout seuls. Beaucoup de bébés. Hmm. Alors tu imagines un peu, c'est effroyable, quoi. Je ne sais pas si tu as lu la méthode, mais dans la méthode, je parle de la poule Oui, sauvage, oui, la poule d'élevage. Et ben, la poule d'élevage, elle bouffe. ouais. Tu peux lui faire avaler du gras empoisonné, elle va l'avaler, hein. Ouais, La poule sauvage, c'est pas possible. ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, les oies qu'on gave, etc., qui ne Même mastiquent rien chose. du tout, qui avalent et qu'on gave, elles deviennent obèses en très peu de temps, etc. Leur foie devient malade, etc., quoi. Tu vois, il y a 20 ans, enfin 20 ans, il y a un tout petit peu moins que ça, mon petit-fils a 24 ans, donc il y a 18 ans, il avait 6 ans, hein, il était au CP. Il y a 18 ans, donc c'est il y a longtemps quand même. J'étais par hasard le jour de la fête de l'école au mois de juin, j'ai assisté au spectacle de sa classe. Et c'était un truc un peu d'Indien ou je ne sais quoi. Ils étaient torse nu, les gamins. Tu vois, 6 ans, hein, c'est un tout petit. Ils étaient torse nu et avec des plumes, des machins, enfin voilà. Eh bien, c'était les enfants en question, c'était essentiellement des enfants de militaires euh, près de Bourges, tu vois. Mhm, mhm. Et c'était une école où il y avait beaucoup d'enfants, c'est des enfants européens, essentiellement. Et des enfants dont les parents ne manquent pas d'argent pour vivre. C'est ça que je veux dire, hein, je souligne, c'était pas des enfants de familles particulièrement déshéritées, tu vois. Et j'étais stupéfaite parce que ils avaient tous du bide, sauf mon petit-fils. Ils avaient tous du ventre, ils avaient tous du gras autour de. Tu vois, ils avaient déjà tous une espèce de bouée autour du ventre. C'était pas énorme, mais c'était visible. Et j'étais vraiment, ça me faisait de la peine pour eux. Il y a 18 ans. Tu imagines comment tu prépares l'obésité? Mhm, mhm. Les gens aujourd'hui, quand ils voient quelqu'un de normal, ils le trouvent maigre. Ouais. J'ai une, j'ai une de mes filles, elle pèse 58 kilos. C'est un bon poids. Elle fait 1m75. Elle est toute en muscle, hein, vraiment, parce que elle vit en Suisse. C'est une fille qui fait son jardinage, etc. Mais elle a toujours fait le bain dérivatif. Elle, pourrais dire qu'elle a eu le bain dérivatif pratiquement en continu depuis l'âge de 3 mois.
C'est elle qui avait de l'eczéma à cette époque-là, donc voilà. Et elle a arrêté quand elle était étudiante, elle bouffait n'importe quoi, voilà. C'est là l'adolescence, enfin, quelque chose comme ça. Et puis elle a repris à l'âge de 21 ans parce qu'elle avait un copain, son petit ami étudiant, qui préparait l'ENA. Sa logeuse lui apportait le miam aux fruits tous les matins. Et là, elle a dit, mais c'est ce que fait maman. Quand elle a vu comment ça le rendait performant, elle s'est remise à tout ça, s'est remise à la méthode. Donc, elle a eu une petite interruption de 4-5 ans. Ok. Eh bien, euh, elle a, elle a un corps parfaitement athlétique, tu vois, puis elle est costaud, hein, je peux te dire. Elle déplace des sacs de 20 kilos, enfin, vraiment. Elle circule qu'à vélo, à Rome et n'importe où, ça grimpe et tout. L'électricité, c'est mollet, tu vois. Eh bien, il y a des gens qui la trouvent maigre. Elle Hmm. n'est pas maigre du tout. Oui, elle est normale, ouais, Elle est normale. Quelqu'un de normal aujourd'hui. Si tu regardes les photos de plage, ça c'est très intéressant, les photos des gens sur les plages dans les années 50-60, on a l'impression qu'ils sont tous maigres aujourd'hui. Alors Oui, qu'ils sont, ou musclée, enfin, oui. tu vois. Et selon toi, pourquoi est-ce que la prévention et le travail sur justement l'entretien du terrain, du corps comme ça, n'est pas plus présente dans la médecine conventionnelle? Je pense que les gens qui travaillent sur la santé ont l'habitude de s'occuper de la maladie. Ils connaissent même pas l'immunité. On va faire une journée sur l'immunité samedi. Moi, j'ai 2 fois, j'ai manqué d'être virée, j'ai été fakée par Facebook. Ils m'ont mis fake. Je parlais d'immunité et je parlais pas de Covid du tout. Hmm. Je parlais que d'immunité. Comment faire monter son immunité. Et ça a été marqué fake. Il était interdit de parler d'immunité. Parce que tout simplement, les médecins ne connaissent pas les gens qui ont une bonne immunité. Ils ne les voient jamais. Ouais. Oui, on Ils voit que voient- des gens malades toute la journée. ils savent que guérir. Hmm. Mais ils ne savent pas faire de la prévention. Tu vois, dans son livre Montagnier, Les combats de la vie, son dernier chapitre, c'est qu'il faudrait supprimer la caisse assurance maladie, il faudrait en faire une caisse assurance santé pour faire de la prévention. Mhm, mhm. Et c'est son dernier chapitre, pratiquement ça. Et c'est exactement ça. C'est que le médecin aujourd'hui, il est formé à soigner la maladie. Il n'est pas formé à faire de la prévention. Et je pense que c'est pour cette raison. Alors, on peut dire que c'est les méchants laboratoires ou je sais pas quoi, tout ce que tu voudras. Je m'en fous, je rentre pas dans ce discours, moi. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que ça ne rapporte rien. Et tu vois, par exemple, justement, ça c'est ce dont je parle dans la dernière méthode. On vient de vivre 150 ans de Pasteur. Parce que quand Pasteur, c'est vraiment un vilain, parce qu'il n'a jamais fait d'expérience vraiment probante, mais il avait un papa très bien placé au niveau politique, qui avait beaucoup enfin, d'amis politiques. Et il est tombé pile au développement de la chimie. Il a dit qu'il y avait des milliards de petites bêtes qui voulaient notre mort. Et il faut se rendre compte qu'il n'y a que depuis 40 ans que le microbiote est admis. C'est le professeur Raoult qui a fait la première thèse sur le microbiote. Et quand il a voulu trouver un professeur qui le soutienne, il n'en a pas trouvé. Il a trouvé un jeune médecin qui l'a aidé pour soutenir sa thèse. Parce qu'il n'était pas concevable qu'on ait 1,2 kg de microbes, de ce qu'on appelle virus, etc., dans le corps. C'était pas possible. Jusqu'à aujourd'hui encore, tu interroges des tas de vieux médecins, ils pensent que le lait maternel est stérile. Or, il est bourré de... Bien sûr. Il y a encore énormément de médecins qui pensent que l'urine est stérile. Et elle n'est pas stérile du tout. Moi, ça m'a toujours fait rigoler, ce truc-là. Tu vois. Donc, c'est... on n'est pas sorti de Pasteur encore. Ouais. Encore dans la peur de la petite bête. Dans mes élèves, là, récemment, on en a parlé samedi, elle m'a dit, oh, ben, pour moi, tu sais, microbes, bactéries, parasites, c'est tout pareil. Je dis non. Un parasite, par exemple, le ténia, c'est un parasite, il te bouffe ta nourriture, il faut qu'il sorte du corps.
Le parasite du paludisme, c'est pareil, c'est un intrus, c'est un parasite. Je dis par contre, les bactéries, elles t'aident à vivre. Bien Sans, sûr. sans bactéries, tu peux pas digérer, tu peux pas assimiler, rien du tout. Le kilo de sang, on a 10 fois plus de bactéries, ce qu'on appelle virus, etc. Ce sont plutôt des microzymas, mais enfin bon, on a 10 fois plus de tout ce monde vivant dans le corps que de cellules. C'est-à-dire qu'au lieu de 6 000 milliards, on en a 60 000 milliards. C'est énorme. Mhm. Ils vivent pas à nos dépens. Un parasite, il vit à tes dépens. Eux, ils vivent pas à nos dépens. Ils nous aident à vivre. C'est pas du tout la même chose. Ils nous nettoient. Alors, quand ils se surdéveloppent, comme dit Dalbicans, comme des choses comme ça, de temps en temps, ben, il faut rétablir l'équilibre. C'est tout. C'est pas, C'est une symbiose, hein. c'est parce qu'on prend trop de sucre, trop de choses comme ça. Exactement, voilà. Mm. Tu vois, mais ça, alors, là, maintenant, Béchamp, c'était tout le contraire. Béchamp, il disait non, non, il faut nourrir le corps correctement, le faire bouger comme il faut, respirer, etc., etc. Et cetera. Et on n'a aucun problème. Donc, tu vois, c'était vraiment. Alors, Béchamp, ça rapportait rien. Par contre, Pasteur, ça permettait de fabriquer des médicaments. Et on a déjà plusieurs livres qui sont parus depuis 30 ou 40 ans qui nous montrent qu'en réalité, on utilise à peu près 10 à 15 molécules qui sont présentées sous la forme de 100 000 médicaments différents. Mm. Il y a très peu de molécules différentes et on n'en trouve plus depuis au moins 25 ans. Tu vois? Donc, on passe d'un marché de la maladie à la prévention. On revient à ce que faisaient les Chinois. On ne payait le médecin que tant qu'on était en bonne santé. Tu vois. Et je pense qu'on va revenir à ça. En Chine, ça n'a pas disparu, hein, ça existe encore dans les campagnes. Donc, ils sont pas loin, tu vois. C'est comme ici, les gens sont pas loin de la vie très saine. Tous les grands-parents des gens de 40 ans ici vivaient sans électricité et sans eau courante. Donc, ici, ça va être très facile de revenir à une vie plus naturelle, Ouais. parce qu'on est très proche, tu vois. Par contre, je me rends compte en France des dégâts faits sur les cerveaux par la peur de tout ce qui peut nous agresser. Mais c'est excellent parce que les gens n'ont plus d'argent et n'ont plus les moyens d'acheter des médicaments et très peu les moyens d'acheter des compléments. Et donc, ils sont obligés de retourner vers une alimentation correcte et vers une hygiène de vie correcte. Tu vois? Et à mon avis, on est dans un tournant très intéressant. Et je suis sûre que je verrai tout ce changement. Je pense que ça sera rapide parce que habituellement, les tournants sont assez lents dans l'histoire que nous connaissons. Et on pourrait se dire, par exemple, après la guerre de 1940, il a fallu 20 ans pour remonter, etc. C'était compliqué. On ne va pas mettre 20 ans, ni même 10 ans. Parce qu'on a toutes sortes de moyens très intéressants qui sont occultés, et ceux-là, ils vont sortir. Et tout va beaucoup plus vite aujourd'hui, il y a Internet, etc. Et moi, je suis extrêmement confiante dans ce qui vient. Mhm. Mhm. Je sais qu'on est obligé de traverser un sas très difficile, très dur, qui, je pense, risque de durer quelques mois, peut-être un an, mais pour le plus grand bien ensuite. Mais un bien qui viendra beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Moi, je suis absolument convaincue parce qu'il y a toute l'Afrique qui se réveille. Moi, j'écoute beaucoup les politiques africains. Ils parlent super bien français, bien mieux que les Français. Et il y a beaucoup d'intelligence, il y a une jeunesse magnifique. En Inde, la même chose. En Russie, pareil. En Amérique latine aussi. Écoute, pour l'Amérique latine, il y a ici une dame qui elle est propriétaire de la moitié d'Andorre. Hein. C'est une famille qui est là depuis 1000 ans. Cette dame, avec son mari,
chacun avait besoin d'une opération. Elle avait besoin de l'opération du genou, il avait besoin d'une opération du cœur. Ils étaient suivis par un médecin colombien qui est à Barcelone et qui est chirurgien en même temps et qui est un médecin. J'ai écouté une émission en espagnol où il est passé à la télévision espagnole et il parlait de la température interne comme j'en parle, exactement, avec les Hmm. mêmes termes. Eh bien, 3 ans avant que je vienne en Andorre, donc je ne le connaissais pas ces gens, ils vont, euh, ils vont voir ce médecin, Botero, il s'appelle Botero en plus, comme le Ah, sculpteur. ok. Oui. Et il avait fait ses études en Colombie, il en aurait fait à Madrid, et il fait de la médecine intégrative. Donc, il s'intéresse à beaucoup de choses. Ce médecin leur dit, si vous voulez pas être opéré, parce qu'ils s'étaient mis à manger bio et tout, ça leur dit, ils avaient rien être opéré. Il leur a dit, si vous voulez pas être opéré, c'est très simple. Vous suivez la méthode France Guillain à la lettre. Et comme mon livre existe en espagnol, hein, ils ont pris ma méthode. Et 3 ans plus tard, j'arrive ici, je fais une conférence pour la Biocop qui venait d'ouvrir, et ces gens-là viennent me serrer dans les bras, m'embrassent et tout, me disent, vous nous avez sauvé la vie, on n'a pas eu besoin d'opération grâce à vous. Incroyable. Tu te rends compte? Hmm. Ça te montre que quand même un médecin qui est chirurgien, qui travaille en hôpital, à se conseiller ça, ça bouge. Et il est sûrement pas le seul, tu vois? S'il y en a un, il y en a d'autres. Hmm, 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 hmm. Donc, il y a, il y a un éveil latent qui existait déjà. Moi, je le voyais dans les salons bio depuis déjà 7-8 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui partent faire médecine, mais dont les parents mangent bio, etc., et qui ont ça déjà en sous-jacence. Ouais. Euh, Moi, j'ai très confiance dans la jeunesse qu'il y a. Je n'ai jamais accepté les critiques qu'on fait de la jeunesse de façon très superficielle, parce que ceux dont on entend parler, ce sont ceux qui ne vont pas. Mais on oublie la masse des jeunes vraiment très solides, et à mon avis, même plus solides encore qu'à mon époque, où ils travaillaient très jeunes quand même. Hein. Eh bien, euh, je, moi, je vois actuellement une très, très belle jeunesse. Tu sais, c'est comme les jeunes pousses sous l'humus dans la forêt. Hmm. Oui. On ne voit que l'humus, mais il y a des jeunes pousses magnifiques en Ouais. dessous. Ouais. Et vraiment, moi, j'ai très confiance dans cette jeunesse, tu vois, qui vient. Parce que vraiment, en France, on a tendance à voir surtout ce qui ne va pas, alors qu'il y a beaucoup de choses enfin, il y a vraiment beaucoup de gens très, très, très intéressants. Et c'est dans tous les milieux. C'est pas une question euh, je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'argent que les familles peuvent avoir. Tu vois? Hmm, hmm. C'est très, très intéressant. France, tu as écrit un nombre incroyable de livres. Où est-ce que tu trouves le temps d'écrire et qu'est-ce qui te donne envie d'écrire? Alors, quand j'avais 50 ans, j'ai pris conscience que j'avais reçu beaucoup de choses, que j'avais appris énormément de choses de l'humanité. Et je me suis dit, c'est le moment de rendre à l'humanité. Donc, je me suis dit, il faut que j'écrive ces choses-là. J'avais déjà mes livres de navigation et tout ça qui marchaient très, très bien. J'avais déjà vendu plus d'1 million de livres. Ah Euh, oui, Le Bonheur sur la mer, en 2 ans, il a fait 400 000 exemplaires. Hein. il est sorti en quelle année? J'en ai écrit d'autres. Il est sorti en 74. D'accord. Après, j'ai eu Les femmes d'abord, j'ai eu Naviguer avec ses enfants, j'ai eu les hommes et leur mère, et tous ces livres ont marché super, super, super bien, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, j'ai là un outil pour rendre à l'humanité ce que j'ai appris et que si on l'écrit pas, ben, on peut pas le communiquer. Le transmettre, ouais. Hmm. Écrit, c'est ce qu'il y a de plus sûr, quand même. Voilà. Et donc, je me suis mise à écrire. En plus de ça, mes éditeurs, comme je vendais très bien mes livres, mais ils marchaient très très bien, je peux dire que le seul livre que j'ai présenté à un éditeur, c'est le Bonheur sur la mer. Après, ça était que des demandes d'éditeurs. Hmm. Les éditeurs me demandaient d'écrire. Et donc, je me suis dit, là, il faut que je profite du fait que
mes livres se vendent et que on me demande de faire des livres, je suis passée à la santé. Ils avaient, enfin, tu vois, ça leur faisait bizarre comme changement, mais c'était pas un changement parce que j'ai toujours assuré la santé de toute la famille sur les bateaux. Donc pour moi, c'était la suite logique. Ouais. En plus de ça, j'ai toujours étudié. Je n'ai jamais arrêté d'étudier de ma vie. Étudié, pour moi, c'est depuis ma toute petite, quand j'avais 7 ans, je ne, et toutes les années qui suivaient, à Tahiti, on avait très peu de livres, mais j'avais un dictionnaire Petit Larousse. Je ne pouvais pas me coucher le soir si je n'avais pas appris des nouveaux mots. Donc, si je n'en avais pas appris dans la journée, je regardais dans le dictionnaire et je cherchais des mots que je ne connaissais pas. Donc, étudier, ça, je n'ai jamais arrêté d'étudier. Tu vois, en ce moment, je travaille sur des cellules qu'on appelle chimériques buissonnières, je ne sais pas si tu connais. Non. Alors, c'est palpitant. Et puis, je travaille sur la suite du travail. Je ne sais pas si tu connais Norman Deutsch, c'est celui qui a fait admettre la plasticité du cerveau. D'accord. Norman Dodge, il a fait les fameuses lunettes de Andrea Bocelli qui est né aveugle. Eh bien, Andrea Bocelli, avec ces lunettes-là, il va à vélo. Il est un élève d'une de mes filles hein, à l'Opéra de Rome. D'accord, ok. Eh bien, il va à vélo à l'Opéra de Rome tous les matins, alors qu'il est aveugle. Ah, d'accord, je savais Parce pas. que Norman Dodge explique que les yeux ne voient rien, les yeux prennent des pixels qu'ils Oui, envoient à l'intérieur du cerveau qui fabrique l'image. Donc, il a remplacé les yeux par des lunettes qui prennent des pixels, mais il y a deux branches qui viennent dans la bouche. Et pendant 7 mois, il a rééduqué les, les, comment, les détecteurs, si tu veux, qui sont dans la bouche pour qu'ils envoient l'information au cerveau, pour former l'image. Alors, il n'a pas exactement les mêmes images que nous, on ne sait pas trop comment il voit, mais il voit toutes les formes et les mouvements. ok, c'est dingue ça, ouais, ouais, je connaissais pas. Super intéressant, hein? Alors, ça, c'est Norman Deutsch, Doidge. C'est pas comme les voitures, hein, c'est Ouais, Deutsch. Et d'accord. maintenant, il a fait tout un travail sur comment utiliser soi-même, tout seul, la plasticité de son cerveau pour, quand tu es Parkinson, pour ne plus trembler, pour ne plus avoir de douleur, etc., etc. Super intéressant. Donc, comment s'appelle ce livre? Alors, celui-là s'appelle Guérir par la neuroplasticité. Guérir par la grâce à la neuroplasticité. D'accord, bah, je mettrai C'est le grâce à la lien. Ouais, neuroplasticité. je mettrai le Voilà. lien en descriptif. Et D'accord. j'ai lu, je crois. D'accord. Et toi, tu as d'autres projets d'écriture? Alors, moi, je suis en train de réécrire le bain dérivatif parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas dites. Donc, je suis en train de réécrire complètement le bain dérivatif avec énormément de témoignages. Ah, d'accord. Donc, je vais faire comme avec l'autre. L'autre, je l'ai augmenté de 250 pages de manuscrit, tu vois, ben, ça va être pareil. De Ok, façon à avoir quelque chose de beaucoup plus complet sur le bain dérivatif. d'accord. Mais j'ai aussi d'autres projets parce que j'ai une famille, j'ai toute une histoire familiale, une saga familiale extrêmement importante. Tu sais, j'ai un grand-père russe, j'ai un grand-père espagnol, j'ai une arrière-grand-mère qui était esclave africaine à l'île de la Réunion, j'ai un arrière-grand-père qui était un Maori qui travaillait en Nouvelle-Calédonie. Voilà, et j'ai un Ah oui. passeport français. Donc, tu vois, c'est quand même assez. Puis j'ai vécu dans tellement de Ouais, c'est pays. ça, c'est ce que j'allais dire. Finalement, la navigation, ça t'a permis de joindre un peu tous ces univers. Maintenant, tu sais, j'ai sept oncles et tantes qui se sont établis en Californie au début du XXe siècle. J'ai donc de la famille aux États-Unis. Un de mes oncles, le frère aîné de ma mère, a été directeur administratif de l'hôpital de Los Angeles pendant 40 ans. Tu vois un peu, Mm. j'ai une famille très enracinée aux États-Unis. J'en ai en Nouvelle-Zélande, j'ai 3 oncles et tantes en Nouvelle-Zélande. Je les connais, moi, je suis allée voir tout le monde. J'en ai en Nouvelle-Calédonie, j'en ai au Chili. Enfin, tu vois, j'en ai en Polynésie, bien évidemment. J'en ai en Espagne, j'en ai en France. Enfin, donc, et puis dedans, il y a des histoires extraordinaires. J'ai une grand-tante, par exemple, que j'ai connue quand elle avait mon âge. Elle avait 83 ans. Moi, je vais avoir bientôt 83 ans. Cette femme a eu 15 enfants et elle vivait à 30 kilomètres de Nouméa. Et elle allait porter le marché, les légumes, etc., tous les dimanches au marché de Nouméa.
Un dimanche, elle est allée porter son marché, alors à cheval, avec des paniers sur le cheval, etc. Pas une charrette, hein, c'était sur le cheval. Et elle a vendu son marché, elle a accouché, elle a mis le bébé dans le panier, elle est rentrée. Elle fait 30 kilomètres. Incroyable. Imagine un peu. Ouais. Bah, ça nous paraît, non, ça nous paraît inimaginable Oui, aujourd'hui. c'était une femme, Mm. c'est 83 ans, tous ses enfants, petits-enfants, etc., se sont cotisés pour lui offrir un billet d'avion pour aller voir un peu toute la famille partout. Mm. Et elle avait une pêche d'enfer, hein. Donc, mais ça, c'est des gens. Moi, je bois pas d'alcool, je fume pas, je mange pas de produits fabriqués industriels, même en bio. Je mange des légumes, je mange des fruits, je mange des graines. Mm. Je fais très peu de farine. Ouais. J'achète peut-être 1 kilo de farine tous les 4 5 ans. Mm. Les pommes de terre, j'en achète à peu près 2 kilos par an. Tu vois? Mm. Donc, j'aime énormément manger cru. Les œufs, j'aime les gober. Mm. C'est pour ça que je préfère. Tu vois, c'est. euh, Mm. 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 Bah oui, le brut au maximum, quoi, finalement, le moins oui, transformé parce possible. que, en plus, c'est tellement plus simple. Ouais, en plus, ouais. Mm. T'évites la cuisine. Mm. Quand tu gobes un œuf, ben, après, tu jettes la coquille, et puis voilà. Même la Et- coquille, tu peux l'utiliser pour tes plantations. oui, ouais. Tu vois, donc, c'est. Moi, j'ai toujours eu un petit jardin quelque part. Quand j'étais à Paris, j'en avais un à 30 kilomètres. Là, maintenant, j'en ai un ici, qu'on vient de me passer à vie, tu vois. À vie, gratuit. Tu Mm. imagines? Eh ben, j'ai commandé une serre qui va arriver bientôt pour avoir, comme je suis à 1500 mètres d'altitude, il faut une serre. Donc, j'ai une serre. Et puis, je vais faire la culture du potager paresseux avec du foin. Pas avec de la paille, mais avec du foin. Le potager du paresseux, ça a été inventé par un ingénieur agronome qui a eu un problème cardiaque et qui était tellement affaibli qu'il ne pouvait plus bêcher, etc. Alors, mes deux premiers outils, comme lui, ça va être deux transats. Tu n'as pas besoin de piocher ni quoi que ce soit. Mm. Quand tu as un terrain correct, tu mets de la paille comme ça, après tu fais un petit trou, tu mets tes graines et tu as des Mm. magnifiques. Alors Donc, justement, toi qui as toujours eu un rapport particulier comme ça avec la nature, les éléments naturels, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui vivent en ville et qui veulent justement se rapprocher un peu de cet état d'esprit proche de la nature? mais je pense qu'une super idée, moi, c'est ce que si je devais vivre à Paris actuellement, je me débrouillerais pour louer un petit terrain pour cultiver. Ça, franchement, je le ferais absolument. Ça prend du temps. Oui, on va me dire ça prend du temps. C'est vrai, mais moi je vois ici en Andorre. En Andorre, on a une capitale qui a tous les avantages de Paris. On a les mêmes grands magasins magnifiques. On a tout ce qui est civilisé, de plus civilisé euh, en Andorre. On n'a même pas besoin d'aller à l'extérieur. C'est une capitale avec tout ce que contient une capitale. Eh bien, je connais personnellement le ministre du Commerce, c'est celui qui a créé une grande biocop. C'est la seule biocop qui n'est pas en France. Euh, il a des enfants. Sa femme travaille aussi. Eh bien, ces gens-là, tous les soirs quand ils sortent du boulot, même quand ils sortent à 10 heures du soir, parce que les magasins sont ouverts jusqu'à 9 heures, quand ils sortent à 10 heures du soir, ils rentrent jamais chez lui avant de faire une randonnée. Ils vont marcher sur les chemins de la nature pendant une demi-heure, 1 heure. Ouais. C'est accessible, c'est pas 10 minutes à pied. OK. Mais des gens qui travaillent dans des bureaux, les banquiers, tout ce que tu veux, ils vont marcher. Les gamins qui sortent du lycée, ils se retrouvent sur les sentiers de randonnée. Moi, j'ai jamais vu des gamins traîner en ville. Jamais. Par contre, quand tu te balades sur un chemin de randonnée, tu trouves un groupe d'adolescents qui sont là en train de discuter, etc., entre eux. Mais c'est génial. Tu imagines un peu des choses Mm, mm, au mm, niveau de mm. la santé. Ils ont jamais eu de télé jusqu'à Internet. Donc jusqu'en 1998 et même c'est plutôt 2005, ils n'avaient pas de télé. On ne reçoit pas la télé des autres pays, enfin des pays voisins, à cause des montagnes, et on ne reçoit pas la radio. Donc
Les gens ici, là, écoute, j'ai pris en stop une dame, et puis on parle d'âge ou je sais pas quoi. Elle me dit que j'étais jeune. Je dis non, mais attends, j'ai 82. Elle me regarde, et elle en avait 50. Et du tac au tac, elle me répond, ouais, t'as dû beaucoup marcher. Ah ouais. C'est parce que ici, les gens marchent énormément, énormément, énormément. Mm, mm, mm. Donc, c'est deux choses. Toutes les familles ont un jardin potager. Le propriétaire de la Biocoop ici, qui était en même temps ministre, eh bien, il plante ses pommes de terre avec ses enfants, avec sa maman qui est âgée et tout. Ils plantent leurs pommes de terre, ils récoltent leurs pommes de terre, etc., etc. C'est ça que j'aime ici, c'est qu'ils sont très proches de la terre. Tu vois, il y a très peu de frimes. Il y a quelques Espagnols qui sont venus gagner des sous, des trucs comme ça qui friment, mais c'est très peu. C'est pas la Suisse, c'est pas Monaco, c'est pas le Luxembourg, c'est même pas la Belgique. Il n'y a pas de frimes. C'est pour ça que tu t'es installé en Andorre? Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Moi, j'ai un fils adoptif qui est à 1000 kilomètres du sud et j'ai mes enfants à 1000 kilomètres au nord. Égale distance, Paris et Alicante. Donc, Ouais. je me suis mise au milieu. J'en ai une qui vit en Suisse, Italie, Suisse et Italie. Je suis juste au bon endroit là. Bon, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander sur le bien-être et un sur le voyage également? Tu parles des miens? Non, pas des tiens. Les tiens, je vais les recommander, bien D'accord. sûr, Oui, en oui, non, non, ça, descriptif, ça mais va. quelque chose, voilà, un livre ou une ressource qui t'a inspiré dans ta vie, un sur le bien-être et un sur le voyage. Euh, il y en a beaucoup parce que il y en a tellement. Je veux dire, ça serait injuste d'en citer un actuel parce que je n'ai pas tous lu. Dans les plus anciens et moins chers, euh, si j'ai lu, tu as le livre de Kousmine qui est très intéressant. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup parce que, par exemple, tu as des gens qui te baladent pendant 6 mois, un an, en te donnant des compléments sans arrêt tous les 2 mois pour la porosité intestinale, qui se guérit en une semaine, selon Catherine Kousmine. Alors, pour des raisons comme ça, je recommanderais de lire Catherine Kousmine, tu vois, Hmm, qui s'appelle Sauver notre corps, Sauver votre corps, quelque chose comme ça. d'accord. Ouais, bah, je le mettrai en descriptif. Ouais. Je trouve Hmm, très, très bien ce livre. Parce qu'elle explique énormément de choses. hmm. Et Donc c'est un. le groupe des médecins Kousmine a adopté le miam aux fruits parce qu'il le trouve beaucoup plus léger. Ah, d'accord, ouais. Donc Ousmine, c'était au début du XXe siècle, c'est ça à peu près Oui, Kousmine, elle est morte en 80, dans les années 80, hein. D'accord. Mais Catherine Kousmine, à la fin de sa vie, a dit que le plus important dans sa préparation buddhique, c'était les fruits, les graines et l'huile. Oui, ouais, 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 d'accord. Alors, Hmm. on retombait sur cette préparation qu'on Oui, fait en Polynésie. parce que toi, par rapport à ton miam aux fruits, tu as retiré finalement Alors, je ne l'ai pas sorti de la crème le buddhique, fromage blanc, quoi, c'est c'est ça? pour manger chez nous en Polynésie. Ouais, d'accord, ok, ouais. C'était ça correspondait à l'environnement dans lequel tu vivais, Ah et ben, il n'y avait pas de fromage blanc, quoi. tu trouvais ça en Polynésie, tu trouvais ça Mm. chez les Papous, tu trouvais ça chez les Mélanésiens, euh, tu trouves ça même en Chine. Moi, j'ai construit un bateau à Taïwan, j'ai habité pendant 2 mois à Taïwan. Eh ben, on t'invite avec une papaye, plusieurs fruits, de l'huile, du jus de citron, c'est la même chose. Ouais. Mm. Tu vois. Quand tu vas au Maghreb, ben, ils écrasent les dattes dans l'huile d'olive. Mm. Il y a toujours ce mélange. Jamais le sucre sans gras, Nécessaire, ouais. sans protéines végétales. Tu vois? Ce mélange, tu le trouves partout, partout, Mhm. partout. Ouais, Mais on l'a oublié, quoi. Tu vois, bien sûr, bien sûr. c'est un truc de sauvage. En- tu m'as dit en bien-être et puis en Sur le voyage voyage, ou le bateau, enfin, ce que tu. oui, ben, il faut lire les revues nautiques, hein, parce que dans les voyages actuels, euh,
Je sais pas, dans les Non, voyages. un livre qui, tu sais, dans ta jeunesse aussi, qui t'a inspiré Ah, ou alors là, par rapport au moi voyage. j'étais passionnée par les aviateurs, par Klosterman. Ah oui, ouais. euh, ah oui, donc ça c'était mes grandes passions, par l'ascension de l'Everest, euh, Hmm. l'ascension d'Annapurna. Moi j'étais passionnée par tous les explorateurs. Mermoz était une de mes idoles. Et j'ai rencontré énormément de ces explorateurs. Moi, j'ai connu Paul-Aimé Victor. Paul-Aimé Victor, je l'ai connu quand j'avais 5 ans. Il me prenait sur ses genoux pour pas que je hurle quand il projetait sur un mur blanc les manchots qui me faisaient très peur. Parce qu'à Tahiti, il n'y avait pas de cinéma. Et donc, sur un mur blanc, il nous projetait ça quand il Ah allait dans oui. le pôle sud, tu vois. Et je l'ai connu très longtemps. J'ai pris des bains de soleil sur sa péniche près de Paris, quoi. Tu vois, donc j'ai été en contact avec Christian Zuber qui faisait des reportages sur les animaux. J'étais en contact avec euh, Izzy Schwartz qui allait voir les Indiens d'Amérique. Euh, J'étais avec comment il s'appelait hein, enfin bon, le nom, c'est pas bien grave, ceux qui exploraient le pôle Nord, etc. Tu vois, donc moi, j'ai toujours été très en contact avec, et puis évidemment avec tous les Tabarly, tous ces gens-là, c'était des copains, quoi. Hmm. Toute l'époque de Kersozon. Florence Artaud, tu l'as côtoyé également? Kersozon, je lui ai offert un chapeau. Hein. Florence Artaud? Florence Artaud, j'ai fait son portrait dans Les Femmes d'abord. Ah On ouais, a fait ok. plein d'émissions ensemble parce que ça nous permettait chacune de parler de l'autre. Ah, Tellement plus est-ce qu'elle sympa. mangeait le miam aux fruits? Est-ce qu'elle faisait des bains Hein. dérivés? Est-ce qu'elle mangeait le miam aux fruits? Est-ce qu'elle faisait Ah, des pas bains du tout. dérivatifs? Alors elle, pas du tout. Elle buvait de l'alcool. Elle faisait tout ce que je faisais pas. Euh, je ne dirais pas le reste. Mais, ah non, pas du tout. On était les deux on était aux antipodes. Je n'ai jamais rencontré un navigateur qui mangeait comme moi. D'accord. J'étais la seule qui n'ouvrait pas une boîte de conserve. Ah oui. Voilà. Et ils se moquaient de moi. On s'est beaucoup moqué de moi. Les navigateurs se payaient ma tête parce que je buvais de l'eau, ou des tisanes. Mais je peux te dire que tous les copains qui se sont moqués de moi, ils sont déjà tous morts. Ouais. Ou alors, j'ai eu un jour, dans la librairie du voyage Île Saint-Louis, une soirée qui était organisée par, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est, la fille qui est propriétaire là, et elle avait fait venir d'anciens navigateurs que je connaissais, mais qui étaient tous plus jeunes que moi. Ils avaient tous au moins 5, 6 ans de moins que moi, mais c'était quand même mon époque, je les connaissais. Et je me suis approchée du groupe, ils étaient en train de parler de leur prostate, alors, et de leur douleur. Hmm. Alors, je me suis éloignée du groupe, je suis allée papoter avec une Avec grande les jeunes. de 30 ans. Là, j'étais plus à l'aise. Moi, j'étais arrivée à vélo avec mon casque, tu vois, en plein hiver, c'était froid. J'étais, je sais pas, je devais avoir 72 ans, quelque chose Ouais, comme ça. ouais. Je suis arrivée donc, sur mon vélo, j'ai vu des vieillards, quoi. Hmm. Alors, bon, c'est vrai qu'ils s'étaient moqués de moi, que je buvais pas d'alcool, que je fumais pas, que je fumais pas de hashish, etc. Mais au bout du compte, ça les avait pas Hmm, gardés hmm. pour les dents, tu vois. Bon, Et bah ils écoute. tous avaient été opérés des genoux. Et Ah comme ouais, 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 ouais. Florence Artaud. Ils ont tous été opérés du genou. Or, moi, j'ai bien plus. Mes genoux ont porté bien plus puisque j'ai attendu des bébés et qu'en plus, je vivais intégralement sur le bateau. Parce que eux, souvent, ils vivaient à terre pas mal de temps. Moi, je vivais complètement sur le bateau et je portais les enfants Hmm. dans mes bras et tout. Donc, mes genoux ont beaucoup plus travaillé que les leurs, mais ils se sont pas abîmés. Tu vois? Bon, c'est bien, bien inspirant tout ça. Pour, pour terminer. Et Florence Artaud, un jour, dans une interview, disait oh, ben, tous les navigateurs sont opérés du genou. Ouais, Ben, c'est pas vrai. sauf toi. Pour terminer, et quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour les aider à rester en bonne santé le plus longtemps possible? Ben, moi, je leur conseillerais de lire la méthode qui vient de sortir, celle de 2024. Une méthode, ça peut s'acheter à plusieurs, ça peut s'emprunter à un copain, ça peut se trouver ici le demande comment on appelle ça, dans une bibliothèque de prêt. La bibliothèque de prêt le commande et le leur prête, c'est pas un problème. Ouais, Donc, c'est pas ouais. une question d'argent. Hein. C'est vraiment pas un problème. Et s'ils ont déjà la précédente, ils peuvent la revendre sur eBay, elle se revend très bien. Donc, Hmm.
Euh, je veux dire, moi, je leur conseille de lire la méthode. En plus, elle est facile à lire parce que l'écriture, c'est mon métier. Donc, c'est pas barbant. Hein. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est ce que disent les gens qui la lisent. Et, Je euh, confirme. et de commencer par ce qui leur fait envie. Ouais. Et, si ce qui leur fait le plus facilement, qui leur paraît le plus facile, c'est de mettre du froid dans l'entrejambe, mais ils commencent par ça pendant un certain temps, puis ils se rendront compte qu'au bout d'un moment, ils se sentent tellement bien qu'ils auront envie d'essayer le miam aux fruits, par exemple, ou bien le miam aux 5, ça leur paraîtra plus facile. Et puis, mais s'ils veulent commencer par le miam aux 5 parce il leur manque juste la légumineuse, ben, ils commencent par le miam aux 5. Parce que de toute façon, qu'ils commencent par le miam aux 5, par le miam aux fruits, par le bain dérivatif, ils vont avoir un mieux Hmm. bout de quelque temps, qui leur donnera envie de faire autre chose. Donc, c'est pas la peine d'essayer de tout faire. Donc, Ouais, ouais, ouais. le cerveau a besoin de temps pour s'accoutumer. Ils ont survécu jusque-là. C'est pas un problème. Ils vont pas mourir parce qu'ils font pas tout d'un coup. Donc, moi, je leur conseille d'aller au feeling et d'aller vers ce qui leur paraît le plus attractif au début. Et Ok. quand ils l'ont fait pendant quelques temps, ben, ou 2, 3 semaines, ou un mois, ou 2 mois, ou un an, peu importe, eh bien, ils auront envie de passer à une deuxième chose. Je pense que, tu sais, en France, on te dit qu'il faut souffrir pour être belle. Moi, j'ai grandi à Tahiti, on nous a appris qu'il fallait jouir pour être belle. C'est pas du tout le même programme, mais franchement, ça marche mieux. Et moi, le mec qui me dit qu'il me fait souffrir pour que je sois belle, je le tue. Pas possible, c'est du Je sadisme. crois. Voilà. Bon, France, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. J'invite les auditeurs et auditrices à se procurer la dernière édition de ton livre La méthode France Guillain, aux éditions du Rocher, qui vient de sortir, et à consulter ton site également, baindérivatif.fr, donc je mettrai le lien en descriptif, et pour plus d'infos sur ton activité, sur tes ouvrages. Et j'en profite également pour remercier Margot de nous avoir mis en relation. Ah, ben merci Margot. Voilà, merci Margot. Et puis, écoute, merci beaucoup France. Il me reste... Ouais, on lui fait des grosses billes. Il me reste plus qu'à te dire à bientôt. Et puis, écoute, prends bien soin de toi alors. Merci aussi à toi et à bientôt. Peut-être. Avec plaisir. À bientôt, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet entretien avec France Guillain et que, comme moi, vous aurez été inspiré par son approche de la vie et de la santé. Comme ni France ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@antonivio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous voulez me partager vos commentaires ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.